Là, ça fonctionne? Apparemment, Sibelle me dit qu'elle te voit, donc il n'y a que moi qui ne dois pas te voir. Ok. Bon. Bah, par contre, je vois pas Cybèle et je vois pas les autres. Je crois pas qu'ils ont leur webcam Bah, allumée. ah, ça y est, je vois Cybèle. Bon, bah, on commence. Ouais, Donc, merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence de presse. Le rapport d'évaluation de la loi visant à lutter contre le système prostitutionnel est sorti il y a quelques jours. En fait, il y a des gros manques dans ce rapport. C'est pourquoi nous présentons bon, bah, je le refais. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette conférence de presse. Euh, il y a quelques jours, il y a le rapport d'évaluation de la loi visant à lutter contre le système prostitutionnel qui est sorti. Cependant, il présente des grands manques. C'est pourquoi nous avons sorti un rapport alternatif à l'évaluation de la loi. Euh, et on le sort en fait aujourd'hui. Euh, on va faire une intervention en quatre parties, suivant en fait les quatre piliers de la loi. La première partie sera sur la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains et ce sera présenté par trois travailleuses du sexe nigérianes accompagné par l'association Paloma. Ce sera une partie sous la forme de vidéo qui sera surtitrée, mais les intervenantes seront là pour répondre à vos questions en fin de présentation. Il y aura une deuxième partie sur l'accompagnement des personnes à travers la création d'un parcours de sortie qui sera présenté par Betty de l'association de santé communautaire Cabiria. Ensuite, il y aura une autre partie sur la réduction des risques et l'impact de la loi sur la prévention présentée par Giovanna Rincon, directrice de Accept ST. Et enfin, il y aura une partie sur l'impact de la pénalisation des clients sur les travailleurs et travailleuses du sexe, présentée par Cybèle L'Espérance, secrétaire générale du STRAS. Et pour finir, il y aura June de l'association Griselidis qui pourra sensibiliser aux mineurs qui vendent du sexe. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par la vidéo et je vous remercie d'être là.
My name is Alessandra. Yeah, I started 2010. J'essaye de relancer le son, c'est pour ça que ça prend 2 minutes. Laissez-moi 2 minutes, ça va marcher. That's when I started the street work. I'm still in the street before the law and after the law. Before the law was okay with the sex workers, we are all like things were really normal. Now after the law, things are really going down, and it's not doing well for us. Big things are really going down, and it's not doing well for us. Big, big change. Like before the law was like when the police caught you with a customer on the street, like you having things to do with your customer, it was against the law that it was only the girls that would take to the police station, and after then they would free him. But when the laws changed that if the court clients with the sex worker, it will be the consequence to the client that will pay a sort of amount, huge amount like 1,005. When the laws changed that if the court clients with the sex worker, it will be the consequence to the client that will pay a sort of amount, huge amount like 1,005. So they are all scared about this very law, and they are free to come to the streets, and they do not that's it. They do come to the streets anymore. They are afraid about the law. And we are losing customer, we are losing it. So we don't make money like the way before. So it's like we go to the street and stay and come back like nothing. Normally when they come with their cars, they said, no, I wouldn't like you to sit in my car because the police, they're around. If they caught me with the sex worker, I'll pay a big fine to this law. So the law is against us, I'm afraid. So we have to manage what we got. We don't want us to sit in the car. Some go and park their car very far, and they will come with, they'll walk towards us and say, okay, would you like to come there? Come, like now we do it more secretly than like before. We go to a hidden place, like dark place, parking that there's no lots of people, there's no car coming in. So we actually just walk to some secret place, just like that. That's how we do it now. I'm trying to hide my customer, and I don't know what the customer has in his mind. I don't know is it is good or bad. So it's my own risk by taking it far away from where people can hear our voice. Away from where people can hear our voice. So the question is just like 50-50. Yeah, it risks my life to take them far, but in me, I'm always like observing it might happen like this, it might happen like this. So I'm always like thinking before anything. I bounce back. So that is how I do it now. I don't take customer because I need money like that. No, because I don't want to get myself into trouble. Earlier, it was we were taking client like 60 euro for sex, and when they want to do that peep, we take 40 euro. So now the big difference is now the customer cannot even pay 50 euro. So now they price 30 euro la more, they pay 20 euro la peep. So you can see there's a big difference. What I think is that when you go out for making money, and you see they are not responding to the price you are giving them,
the 60. They say, nah, it's too much. So this is all I have. So we have to bring down the price. The same, I understand that they are afraid of the police and they wouldn't like to take the risk of getting caught by the police, and because of the sex worker, and it bring a lot of trouble to him and his family. Let's assume. So when it talks on, no, I don't have. This is what I have. So I have to take the offer because that is what I can, and to just have something to put on my table. Yeah. Sometimes they will ask for their money back. Yes, they treat us like that. Give me back my money. You have to give them back the money. I don't mind the time I waste with him. I don't mind they have seen my body or whatever to avoid the problem. Because when it comes to the police, you have to go to the police custody, you have to make a lot of statements, you have to identify the person, and you too, you will not be safe. The guy might be around, or you might have friends that will come after you after the police case. So we all have to be careful. The guys, let's say the clients, they are more angry with us. They are not happy with the law. They don't feel more comfortable with it. They see not in the street is like a threat to them. Say, if I have to go to this guy, I might find myself into trouble. So I think that is what I'm reasoning for the moment, but I don't really know why they are doing that. When I came to Europe, so normally it's not easy, but along the way, so I went to meet to link company. It's not easy, but along the way, so I went to meet to link complaint to the police because it was somebody that brought me here. So I went to the police and I laid the complaint. I don't want to do the street work. So and the person that brought me here, there's no way for me to pay him. And in Europe, you cannot work without no documents. So when I laid the complaint to the police and the police take the statement, everything. So they took me. They called the association. So later on, they asked me to go to Prefecture. So from there, they give me my 1 year document. So I was with the 1 year document over since 2016 December. So Prefecture gave me my document. So since then, I'm be using my document. I've renewed the document over 3 to 4 times. They sent me later that because they could not find the person that brought me here. So because of that, they want to take the document from me. So I was very sad because I don't know why they want to take my document from me. After many years, after I've wasted my time over many years, they said they want to take my document from me. The consequence they stop for me for my paper is that because if they stop it, it will be very difficult for me. It will be very hard for me. I can't work anymore because I'm working before. I can't work anymore. I can't feed. I can't have even place to stay. There's no way. So it's very difficult if they stop my document. It's very difficult for me. Now I was recognized because of this human trafficking because I took a risk, and when I went to lay the complaint to the police, normally they promised to protect me. They promised to be with me, that I should not be worried, that nothing will happen to me. But right now they have collected my documents away from me. What do they want me to do? If the people that brought me here, if they get to know, they see me, I was in big problem. So I don't know what to do because the police promised to protect me and to guide me, but right now they ask me to go. I don't have any place to go. So the risk, if I go back to Nigeria, the person that brought me here, he have family in my village. So anything that make me to go back to Africa, I'm not safe. My life is seriously in danger. I'm really scared. They always called my family. They called my sister in Nigeria. The person that brought me here give my number to the
he gave my sister's number to somebody in Nigeria. So the person called my sister, was threatening my sister, if I don't pay their money, they are going to kill my sister, they are going to kill even my children. Even right now, I'm very scared because of my children, because my children, they are in Nigeria, they are with my mother, so their life is not safe anymore. So I'm very scared. I'm doing this two process. I'm doing this Aduro process also. So when the first time I went for offer and for my interview, so after then they asked me to go, that they will send me result. The story I give to the police was the same story I sent to offer. When I go for Reku, I give them everything. Even my lawyer was there. They was just asking me different story. They asked me if I have my when I gave the complaint to police, what the police did about it. I said the police, they gave me, they asked me, they called the association. They asked me, they called the association. The association took me, called the association, the association took me to Prophet 2. So then Prophet 2 gave me my 1 year document. So they asked me if I'm working. I told them yes, I'm working. Then they asked me to bring the card from there. Then I give them my document, the card I gave them. Later they asked me to go, that they will send me a letter within go, that they will send me a letter within 15. They will send me a letter within 15 days. 20 days later, they send me a letter that they reject me. They will not give me my document, just like that. They will send me a letter within 15 days. 20 days later, they send me a letter that they reject me. They will not give me my document, just like that. The only thing they said that the person, they could not find the person that brought me here. That is what they told me. The only thing I have to say, because normally they promise to protect me. Normally they promise to be with me, to protect me, that I should not be afraid. That is why I went to the police to lay the complaint. But right now, everything I don't really understand. I'm really scared. Normally they promise to protect me. Normally they promise to be with me, to protect me, that I should not be afraid. That is why I went to the police to lay the complaint. But right now, everything I don't really understand. I'm really scared. I'm victim of human trafficking. I came to do prostitution. Um, I have so much attack through my mother, both physical and spiritual. I'm not safe. I'm not safe, so I went to police to report, and they refused my report because they said my mother is not a attack through my mother, both physical and spiritual. I'm not safe. I'm not safe, so I went to police to report, and they refused my report because they said my mother is not in Europe. So because of that, they can't accept my reports. The police, they are there to protect in the time of trouble, when you have some situation that you cannot help yourself out. So they are supposed to help you. My mother is very dangerous for me. So that is why I went to police to help me. But they refused my report. It's too far for them. So they can't do anything. My name is Grace. I left my country, Nigeria, in 2016 to Europe. My madam brought me to Europe. I passed through the sea, Libya, to Europe, and it was very difficult for me to arrive in Europe, passing through the desert. And when I arrived to her, she made me stay with her for 2 weeks. Happily, and after 2 weeks, she told me I have to start working in the street. I was surprised because this was very difficult for me, and it was like a new life for me. I was working in the street for 4 months. A friend of mine, she told me about seeking for asylum and having my papers in the country so I can be legal. So I went to seek for asylum and they give me the Walmart paper.
So my madam find out about this, that I want to look for paper, and she believed that if I have my papers, I would not be able to pay her money anymore. So she took me off the street after 4 months. My madam later, she took me to the house and where she organized other girls like me. They work in the house and the men come to them and work with them in the house. There were many girls in the house. The house was a very big apartment. We were up to 6 in the house. When you were sleeping, maybe somebody have a client when I was staying in the house. Maybe my colleague, she have a client, somebody to work with. She have to wake me up to say she wants to use the room. And maybe I have a client too. I have to work. I work from morning to night because it's in the house. There was no time to rest. Because in the street it was even different, because I go to work in the evening and come back home and sleep till afternoon and go back in the evening. But in the house I work every day and every time. I cannot choose the client. It's anybody that come. I don't know how my madam organized it, but the client just come and it's like it's a house for girls that work, and these men know about it. The client decide who they want to work with. Of course, you cannot refuse because you need the money. You need to pay your madam. You need to pay her money. You're even praying for more clients so you can pay your money quick and leave the bad place. For a very long time, I was not free to leave the house. I was always indoors. If we're sick, my madam, because we don't even have papers to go to the hospital or to see a doctor, if we're sick, my madam, she prescribes some medicine for us. And I remember when I was pregnant, and when I was pregnant, when I was working, I got pregnant because I was raped by one of my clients, and my madam, I told her about it. She didn't care about it, and she didn't even bother to give me medication or anything to see if I'm so I will not be sick. So I got pregnant, and after 1 month and few weeks, she found out I'm pregnant, and she gave me some medicine by herself. This hurt so bad that I was bleeding and at the point of death. But I survived. C'est à nous là? Ouais. Voilà, donc bonjour Betty à Cabiria, donc pour le parcours de sortie. Alors le rapport des associations a pointé une réponse inadaptée aux situations et aux besoins des travailleuses du sexe. Malgré donc des choix différents de nos associations quant à l'accompagnement des personnes dans ce dispositif et notre positionnement face à ce volet dit social de la loi, nous dénonçons bien évidemment unanimement l'échec de ce dispositif idéologique qui manque à son rôle d'aide véritable aux personnes. Et rappelons par là aussi que
le choix de demande d'agrément conditionné par l'acceptation de la ligne abolitionniste a été fait dans le souci d'en tirer profit malgré tout et faute de mieux pour les travailleuses du sexe qui souhaitaient intégrer ce parcours et dans le respect de leur choix. Alors, l'exclusion des personnes travailleuses du sexe à l'intérieur de ce dispositif se fait par plusieurs points. Le premier qui sera donc l'exclusion du droit commun d'une manière stigmatisante et désavantageuse. L'allocation financière à l'insertion sociale, la FIS, qui est allouée donc aux personnes entrant dans ce parcours est tout à fait dérisoire. Elle est de 330 € et sans cumul possible avec d'autres minima sociaux. Quand pour un RSA qui jusqu'à, enfin, voilà, quand on peut bénéficier d'un RSA jusqu'à 550 € cumulables, lui, avec d'autres minima sociaux, leur est refusé. Donc, c'est tout à fait stigmatisant. Et pour rappel, sachant que le seuil de pauvreté, selon les calculs de l'INSEE, a été calculé à 1026 €, donc 330 €. Et voilà. Donc, le contrôle social aussi exclu. Donc, les droits ouverts par l'entrée dans ce dispositif imposent l'arrêt immédiat de l'activité de travail du sexe, qui est une activité pourtant légale, hein, imposable, on le sait toutes. Et donc, cette condition d'arrêt sera étroitement surveillée par les commissions départementales qui peuvent à tout moment retirer leurs droits, entre guillemets, à la personne concernée. Voilà. Alors, c'est également un parcours du combattant, un parcours de combattante, véritablement, d'entrée. Alors, l'autorisation provisoire de séjour de 2 ans maximum qui est accordée lorsqu'on entre dans ce dispositif est réétudiée et renouvelée tous les 6 mois. Donc, ce qui amène à une instabilité administrative rendant très compliqué voire impossible l'accès aux droits sociaux, hein, le logement, l'inscription à Pôle emploi, l'embauche ou une entrée éventuelle en formation deviennent pratiquement impossibles. Et voilà. Ensuite, toutes les personnes désireuses d'intégrer ce parcours et donc d'arrêter l'activité de travail du sexe ne pourront pas intégrer ce dispositif voilà, il y a des critères d'accès qui sont tout à fait disparates, fonction du territoire et décidés par les préfets. Alors, entre autres exigences, hein, il y a par exemple une certaine maîtrise du français, l'absence d'autorisation de quitter l'absence d'obligation de quitter le territoire français, l'arrêt donc du travail, comme on l'a déjà dit, et donc de revenus pendant quelques semaines, l'exigence d'un certificat de naissance certifié, ce qui est ultra complexe dans le cas, par exemple, justement des Nigérianes, des personnes nigérianes, et comme on l'a vu à Lyon, également des certificats de prostitution qui a été demandé par les personnes concernées parce qu'elles avaient leur demande avait été refusée en première instance dans les commissions. Elles étaient en fait soupçonnées de vouloir des papiers sans s'être jamais livrées à la prostitution. Voilà, donc c'est tout à fait loufoque. Donc en fait, au-delà de l'exclusion des personnes dans ces parcours, il y a l'exclusion des associations également. Donc l'exclusion par la délivrance de cet agrément qui vaut acceptation de la ligne abolitionniste et en fait donc l'exclusion des organisations, des associations de santé communautaire, de travailleuses du sexe, des associations de santé
qui se retrouvent dans une impasse politique et dont les objectifs sont ou contraires et en dehors des besoins sanitaires et des droits humains des personnes. Donc, pour rappel, hein, également, il doit y avoir une décision d'Assemblée générale qui définit comme prioritaire le parcours de sortie de prostitution et ce qui est aussi excluant pour toutes celles qui ne pourront pas y entrer et pour toutes celles qui ne veulent pas y entrer également. Voilà, un point également souligné par le rapport gouvernemental. Voilà. Le rapport, alors aussi entre la charge de travail que représente la création de ces dossiers, le temps nécessaire, les moyens alloués est tout à fait inéquitable et donc rend inaccessible le dispositif à toutes les requérantes des associations qui n'ont pas attendu d'ailleurs cette loi pour depuis longtemps déjà accompagner les personnes dans leur reconversion sans avoir attendu ce vieux dispositif en fait de réinsertion des années 70-80 qui fait loi aujourd'hui et pour soutenir également les personnes dans leur désir de changement. Voilà, on peut passer également au budget, à l'argent, hein, pour qui, à qui et pourquoi. Donc, c'est toujours le même regret des personnes concernées qui voient en fait tous ces budgets alloués et qui ne leur revient pas. Voilà, il va majoritairement donc aux associations abolitionnistes, dont les crédits sont sous-consommés en matière d'accompagnement dans les parcours de sortie. Voilà, pour exemple, donc 3 ans après la loi, 341 personnes avaient intégré le parcours de sortie, 40 personnes en 2018 pour le mouvement d'Uni, donc bien loin de la ruée prévue des 500 à 1000 personnes attendues par les pourfendeurs de cette loi. Voilà, pourfendeuses. Et voilà. Donc, les commissions également qui ont tardé à se mettre en place, certaines ont été mises en place 3 ans après. Et donc, on voit bien ici que le volet social a, contrairement au volet répressif de la loi, tardé à se mettre en place et n'est pas une priorité de cette loi. Voilà. Donc, à contrario, donc pour l'argent, les associations non abolitionnistes n'ont eu de cesse de constater la baisse de leurs revenus, de leur financement, de leurs actions, étant même écartées d'appels à projets émanant du secrétariat aux droits des femmes et, rappelons-le, à la lutte contre les stigmatisations et les discriminations. Voilà, donc écarter de projets pour ne pas soutenir la loi dite de pénalisation du 13 avril 2016. Par exemple, ici à Cabiria, on a vu les subventions de la DRDFE diminuer au cours des 2 dernières années et jusqu'à 20% concernant la subvention pour la réorientation professionnelle, justement, des travailleuses du sexe. Donc, depuis toujours, en fait, les actions de réorientation ont été proposées aux personnes qui le demandaient. Donc, proposées par les associations de santé communautaire dans une vision de santé globale, prenant en compte donc les spécificités, la complexité des situations, la singularité des personnes, et loin d'une vision monolithique abolitionniste et qui n'a pour seul but que l'arrêt de la prostitution en oubliant jusqu'aux personnes. Donc à Cabiria, ce soutien il prend différentes formes via le droit commun, bien évidemment, hein.
Voilà, alors ça va de l'élaboration du projet professionnel avec la personne, bien évidemment, la constitution d'un CV, donc l'élaboration d'un projet professionnel, mais de vie aussi, l'inscription à Pôle emploi, l'aide à la recherche et à l'entrée en formation. Voilà. Merci, merci beaucoup. Les Betty, on arrive au temps, mais merci beaucoup pour ton intervention qui fait état de ce parcours de sortie qui est une catastrophe. On peut passer à l'intervention de Giovanna Rincon, directrice de Accept ST, au sujet de la réduction des risques et de la prévention qui a été affectée par la loi de 2016. Il faut que tu allumes ton micro, Giovanna. Alors, ça va? Là, bonjour, vous m'entendez? Merci. Vous m'entendez? On t'entend. Allô? Oui? Oui. Oui, merci. Désolé pour les questions techniques. Bonjour à tout le monde. Donc, rapidement pour vous présenter Accept ST, c'est une association santé communautaire. Nous avons deux agréments représentantes des usagers du système de santé et une autre qui nous permet la réalisation de tests rapides VIH, syphilis, hépatite C directement dans nos locaux et aussi hors les murs, c'est-à-dire dans les lieux des rencontres sexuelles ou même du travail du sexe. C'est une association aussi qui apporte un accompagnement global. Dans le temps, on a diversifié aussi notre public qui, à l'origine, était en majorité que des femmes trans. Aujourd'hui, on accompagne aussi des personnes cisgenres. On a un accès social global qui est apporté juridique aux personnes concernées. Pour vous donner une idée sur les chiffres et l'impact de la loi, je vais partir sur les données de 2019. À peu près 2025 personnes ont été accompagnées par notre association. À 85% parmi elles étaient toutes des travailleuses du sexe, avec une grande partie des femmes trans et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes aussi travailleurs du sexe, la plupart migrants. Nous avons en 2019 175 nouvelles personnes arrivées sur le territoire, pareil, toutes des travailleuses du sexe, parmi lesquelles au moins 45 ont été dépistées positives au VIH, mais c'était des personnes qui connaissaient déjà leur statut sérologie et qui s'est retrouvé plutôt en mobilité, en immigration dans toute l'Europe et l'Amérique latine pour après arriver en France. Aussi, ce qui est important à retenir sur ces chiffres, c'est que on a des personnes qui sont arrivées dans un état de santé assez grave. Certains ont été hospitalisés directement suite à notre intervention et accompagnement vers le service de soins, évidemment. Une chose qui est importante aussi, c'est que on a dépisté 6 nouvelles personnes, des vrais diagnostics séropositifs l'année dernière. Globalement, ce qui se passe depuis 2016 et un peu même avant, c'est que dans le système de santé, il y a une dispersion totale des lieux de soins avec une mobilité géographique pour exercer le travail du sexe qui devient vraiment une règle à l'intérieur des communautés et travailleuses du sexe, ce qui a créé des interruptions des soins répétées, voire des patients perdus de vue. Une chose qui est importante aussi à retenir, c'est que l'année dernière, parmi les personnes qui ont été accompagnées à travers l'association, on a aussi un nombre de personnes qui étaient dans cette situation-là, c'est-à-dire des personnes qui vivaient en France depuis 25 ans et que depuis 5 ans, ils avaient disparu du système de santé et des paris.
et qui sont revenus ici dans une situation de santé à nouveau assez délicate. Ce qu'on retrouve aussi avec cette problématique de la pénalisation des clients, c'est qu'effectivement, il y a tendance à penser qu'il y a une baisse de la demande des clients. En revanche, il y a toute une reconfiguration de la méthode pour que les personnes concernées puissent rester en communication et évidemment avoir des rapports sexuels. C'est la situation qui nous préoccupe aujourd'hui beaucoup, puisqu'en réalité, on a quand même malgré tout des grosses difficultés pour vraiment pouvoir continuer à apporter les méthodes de prévention, notamment la distribution des kits de prévention. La plupart des personnes que nous accompagnons aussi dans des difficultés de retour des soins, c'est devenu vraiment, comme je disais tout à l'heure, une règle. Aujourd'hui, l'alerta n'est pas donné que par les associations. Aujourd'hui, les médecins référents qui travaillent avec notre association, notamment à l'hôpital Bichat et Ambroise Paré, sont dans cette même préoccupation parce que c'est eux qui sont les personnes référentes de santé de ces populations qui sont pour la plupart, comme je le disais, toutes séropositives. Et il y a une mauvaise observance qui s'installe, voire une non-maîtrise du contrôle de la charge virale et qui est préoccupante parce que, comme je disais tout à l'heure, quand les personnes reviennent déjà à nouveau malades. Ça veut dire qu'il y a des vraies interruptions des antirétroviraux. Cette préoccupation pour nous, elle devient extrêmement schizophrénique puisque la mobilité géographique permanente va créer aussi des ruptures des droits sociaux. Et ces ruptures des droits sociaux sont accompagnées aussi par la continuité des OQTF qui continuent à être appliqués depuis bien plus de 4 ans et qui, même au moment du confinement, pendant et après le déconfinement, on voit qu'il continue à être appliqué des personnes qui viennent à l'association, qui sont séropositives, qui sont travailleuses du sexe, qui sont suivies dans des hôpitaux, mais qui, lors des contrôles, soit à la gare, soit dans les trains, soit dans la sortie du métro, etc., au bois de Boulogne, se font notifier des obligations de quitter le territoire français. C'est une préoccupation majeure pour nous, puisqu'en réalité, ce qui va créer cette rupture des soins, cette rupture des droits sociaux, c'est que l'équipe, le pôle prévention de notre association est confrontée à une augmentation du travail. En revanche, on n'a pas un retour d'augmentation des subventions qui puisse nous permettre effectivement de continuer à accompagner de façon ponctuelle et assurer un bon accompagnement à cette personne. On le fait, mais malheureusement aujourd'hui, les subventions que nous avons de la part de l'Agence régionale de santé restent complètement insuffisantes pour pouvoir gérer autant de schizophrénie auprès d'un public qui évidemment, est face à des multiples problématiques dans le système de santé. Une chose qui nous paraît aussi importante à pointer sur la situation actuelle, c'est effectivement la problématique des accompagnements vers la PrEP, la prophylaxie préventive contre le VIH. Nous, on a réussi à créer des partenariats importants avec l'hôpital Bichat, une permanence hors les murs, c'est-à-dire l'OCJ du Bichat vient une fois par semaine dans notre local, ce qui permet de réduire presque à zéro les délais pour que les personnes puissent être dépistées dans notre local et le même jour pouvoir vraiment initier la PrEP. En revanche, le gros problème qui reste, c'est aussi la schizophrénie les personnes n'ont plus des logements à Paris. Ce sont des personnes qui sont la plupart des sans-papiers, qui n'auront pas vraiment aucune alternative pour se régulariser. Certains, ils nous posent beaucoup la question de comment pouvoir obtenir des papiers parce qu'ils souhaitaient même quitter le travail du sexe. En revanche, aujourd'hui, nous ne sommes pas agréés, nous ne souhaitons pas rentrer dans un processus d'agrément ou l'obtention d'un agrément imposé avec la méthodologie imposée par le gouvernement.
Donc, pour nous, la question de la PrEP relève d'un intérêt majeur aujourd'hui pour la population qui est largement touchée, mais on se pose beaucoup de questions puisqu'en réalité, les personnes vont venir. On va réduire à zéro l'accès à la PrEP, mais en réalité, les personnes ils vont quitter immédiatement Paris et donc ça pose beaucoup de questions sur vraiment le côté pratique et le côté observance. On sait qu'il y a des interruptions en permanence de la PrEP, ce qui relève vraiment d'un problème qui est beaucoup plus structurel. Les personnes sont dans une situation proactive, les personnes arrivent à obtenir les informations dans notre association pour qu'elles puissent vraiment appliquer la réduction des risques dans la sexualité tarifée. En revanche, les conditions de vie, la problématique actuelle de toutes les adoptions des lois qui même réduisent la possibilité d'obtenir l'aide médicale d'État, à savoir que nous avons aussi beaucoup de problèmes aujourd'hui pour l'obtention des aides médicales d'État. Covid a empiré la situation globalement pour les personnes séropositives, pour les personnes qui sont sous PrEP. On a une folie totale qui a créé Covid et effectivement aujourd'hui la question de comment comprendre l'impact de Covid dans la population travailleuse du sexe se pose comme un argument majeur. Bientôt, nous allons mettre en place avec l'hôpital Bichat une étude épidémiologique pour comprendre effectivement l'impact de l'épidémie chez les trans travailleuses du sexe à travers les données et les publics accompagnés par l'association. Voilà, globalement, c'est une schizophrénie totale et donc, on se pose beaucoup de questions par rapport aux moyens et par rapport à la méthodologie qui aujourd'hui n'a pas été forcément trop développée avec les associations de terrain. Juste pour finir, Eva, les associations communautaires ont été auditionnées avant la mise en place du décret santé et de réduction des risques dans la santé à la DGS. Aujourd'hui, on voit une absence totale de cette participation et dans le rapport actuel qui a été présenté par l'IGAS, on voit encore une fois qu'on était auditionné, mais notre parole est complètement absente sur ces questions. En revanche, nous sommes bien dans la pratique, sur le terrain. On travaille en collaboration avec des hôpitaux publics et on a des données grises et des données scientifiques qu'on va en tirer bientôt pour continuer à alerter et donner des résultats fiables. Voilà, merci Eva. Merci beaucoup, Giovanna. D'ailleurs, vous pourrez trouver le rapport communautaire dans la partie documents à distribuer où il y a un certain nombre de données concernant la réduction des risques. Donc, c'est maintenant à Cybèle, donc secrétaire générale du STRAS, qui va parler de l'impact de la pénalisation des clients sur les personnes concernées, travailleuses du sexe. Merci. Bonjour. Alors, le syndicat du travail sexuel rassemble depuis plus de 10 ans des centaines de travailleuses et travailleurs du sexe de partout en France qui sont issus de tous les secteurs du travail sexuel, alors tant en indoor qu'en outdoor, en réel, en virtuel. Je précise que contrairement aux rumeurs et à la diffamation que nous subissons régulièrement, nous n'avons en nos rangs aucun patron, employeur ou proxénète. Je vais aborder les questions de stigmatisation et de violence que nous subissons en France, ainsi que les liens entre les violences et les politiques publiques qui ont été élaborées sans nous. Est-ce que l'État a à cœur les conséquences concrètes de ces politiques publiques sur les groupes précaires et vulnérables qu'il est censé protéger? Est-ce que l'État souhaite évaluer les conséquences de la loi abolitionniste mise en place en France aujourd'hui ou simplement évaluer sa mise en œuvre? Les conséquences de la loi du 13 avril 2016 sur les conditions d'existence des travailleuses et travailleurs du sexe n'ont pas été appréciées par la mission d'évaluation de la loi. Nous, nos associations, nos partenaires, nos alliés, nous les avons évaluées et les résultats ont été rendus publics par l'étude de Lebaille JMETA en avril 2018, mais aussi par sa mise à jour en avril 2019. Pour rappel, cette étude, c'est le fruit de la collaboration entre 11 associations de terrain qui ont permis 70 entretiens individuels avec des personnes directement concernées par le travail sexuel, 38 en focus group dans 9 villes de tailles différentes,
24 entretiens et focus group associatifs, avec des associations dont plusieurs sont même en faveur de la loi ou disposent d'agréments pour des parcours de sortie de la prostitution. Enfin, c'est aussi 583 questionnaires quantitatifs qui ont été récupérés et analysés et qui couvrent ainsi pratiquement toute la France. Le constat de cette étude, c'est celui d'une augmentation des violences, d'une aggravation des risques sanitaires auxquels nous sommes tous et toutes confrontés. Près de 2 tiers des personnes sondées ont constaté une détérioration de leurs conditions de vie. Plus du tiers déclarent avoir augmenté leur temps de travail pour compenser la diminution des revenus. Près de 40% témoignent d'une augmentation des violences. La pénalisation du client a clairement eu des conséquences néfastes pour les travailleuses et travailleurs du sexe, sur leur santé, sur leur sécurité et sur leurs conditions de vie et de travail. Mais l'idéologie néo-abolitionniste considère que la dégradation de nos conditions de vie et d'exercice, c'est un dommage collatéral inévitable. Pour rappeler les mots de Catherine Petit, qui est l'ex-directrice de cabinet de Marlène Schiappa, le but de la loi n'est pas d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de prostitution, mais de les inciter à s'engager dans un parcours de sortie. Moi, j'ajouterais, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez bien crever. Dans l'esprit de la loi, nous ne sommes peut-être plus des délinquantes, mais nous sommes des victimes. Nous ne devrions plus être pénalisés, nous devrions plutôt être sauvés. Comme toutes les politiques publiques en lien avec la prostitution, cette loi a été élaborée sans nous. Nous savons que presque toutes les travailleuses et tous les travailleurs du sexe sont opposés à la pénalisation des clients, mais la subissent néanmoins. En France et ailleurs dans le monde, nos revendications ont toujours été la dépénalisation de notre activité. Les recherches et les méta-analyses en santé publique concluent d'ailleurs que la dépénalisation pleine et entière du travail du sexe est le modèle juridique le plus à même d'assurer notre santé, notre sécurité. Dans la rhétorique néo-abolitionniste, les personnes qui se prostituent sont sans cesse infantilisées. C'est l'esprit de la loi de pénalisation des clients qui nous considère comme des victimes mises sous tutelle, alors même que notre activité est parfaitement légale. Nous sommes incapables de savoir ce qui est bon pour nous, incapables de faire des choix et d'agir en tenant compte de nos contraintes économiques, sociales, migratoires, administratives. Ouais, des victimes, mais enfin toujours un petit peu coupables. Les collectivités ne se gênent pas pour nous pénaliser via le biais des arrêtés municipaux ou préfectoraux, anti-prostitution ou anti-stationnement des camionnettes. Des milliers d'amendes sont ainsi distribuées. Mes collègues de la rue sont repoussés loin dans les marges urbaines au détriment de leur sécurité. Et puis, quand vient le temps de récolter le fruit de notre travail, l'État n'a aucun scrupule à engranger le quart de nos revenus. Nous, la Startup Nation, auto-entrepreneurs, nous voyons et nous entendons nos collègues, françaises ou migrantes, avec ou sans papier, mises en examen pour travail dissimulé. Hypocrisie la plus totale. En avril 2019, le ministère de l'Économie et des Finances déclarait notre activité redevable de la TVA en rompant avec ce qui se faisait jusqu'à présent. Monsieur le ministre, je vous adresse ces quelques mots bien cyniques. Merci de reconnaître la valeur ajoutée de notre travail. Ne manquerait plus que vous assuriez que les putes que vous voulez contribuables aient aussi accès aux droits les plus élémentaires. Ces droits qui ont été grossièrement mis à mal aussi par des articles du Code pénal sur le proxénétisme. Notre liberté d'association est brimée, puisque l'entraide, même bénévole, et la mutualisation de nos ressources ou de nos compétences est assimilée à du proxénétisme de soutien. Parmi les condamnations pour proxénétisme en France, combien de personnes sont elles-mêmes des travailleurs du sexe extrêmement précaires? Notre droit à la sécurité est bafoué, qui est une conséquence de l'interdiction de nous associer entre nous, mais aussi d'embaucher légalement des tiers ou d'être embauché selon le droit du travail en vigueur, avec toutes les protections sociales et administratives qui en découlent. Même notre droit au logement ne peut pas être assuré, puisque les propriétaires sont contraints à nous expulser lorsqu'ils sont mis au courant de notre profession, sous la menace d'être qualifiés de proxénètes hôteliers. Un dernier mot enfin sur les stages de sensibilisation, puisqu'ils sont censés responsabiliser les clients. Ces stages doivent être abolis. Le travail sexuel y est présenté comme une violence en soi. Nous sommes dépeintes comme majoritairement forcées, manipulées, victimes de syndrome de Stockholm ou de dissociation mentale. Notre parole y est invalidée, notre consentement y est nié, et on confond dangereusement le viol et les pratiques consenties dans un cadre contractuel très précis. Pire encore, ces stages, ce sont des espaces de propagande où sont diffusés des lieux communs, voire des mensonges de l'idéologie néo-abolitionniste.
Par exemple, des statistiques chocs qui vont confondre allègrement le fait qu'on soit d'origine étrangère, comme moi, un parcours migratoire, un parcours de traite des personnes. Les stratégies de minorisation ou d'infantilisation. On va parler de l'âge moyen d'entrée dans la prostitution. Eh bien, je vous mets au défi de remonter ces études et d'en trouver une seule qui ne provienne pas de recherches qui portent sur des mineurs. Nos espérances de vie qui ne dépasseraient pas les 40 ans. Bah, c'est tout aussi faux. Hein. Ce n'est pas la conclusion de l'étude de Potera qui est citée ad nauseam. Quant à notre santé mentale, la prévalence de suicide dans nos communautés, l'étude Pro-Santé contredit un bon nombre des affirmations qui sont faites dans ces stages. Et la Haute Autorité de Santé écrivait encore en 2016 qu'elle manquait de données pour faire des liens entre l'exercice du travail sexuel, le suicide et les troubles mentaux. Ces stages n'ont jamais prouvé leur efficacité, n'ont aucun impact sur les violences que nous subissons, ne font qu'alimenter financièrement la grosse machine néo-abolitionniste déjà lourdement subventionnée au détriment de la réduction des risques et des violences sur le terrain, et sert à diffuser le credo moral abolitionniste dans une forme de rééducation, mais une fois de plus, sans nous impliquer. Je le rappelle, je le martèle, nous ne sommes ni coupables ni victimes. Nous dénonçons l'hypocrisie de cet État et de ces lois qui parlent de sauvegarder la dignité humaine. Mais n'est-ce pas un État qui assume bien mal d'être un mauvais maquereau, puisqu'il réclame sa part du gâteau, nous retire des droits, de l'autonomie et échoue à assurer notre protection face aux violences. Merci. Merci Cybèle, bah, ça faisait pile 10 minutes. Bravo. Du coup, je trouve que ça fait parfaitement la transition, ces histoires de fausses données, avec la partie sur les mineurs qui vendent du sexe. Et donc, c'est à June de Griselidis, qui est médiateur en santé, qui va s'agit d'intervenir. Merci. Il faut que tu allumes ton son, June. Ouais, on n'entend rien. Ok, désolé. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Alors donc moi, je suis June Charlot, je suis médiateur en santé à l'association Griselidis à Toulouse. Aujourd'hui, donc je vais parler de la question de la prostitution des mineurs ou des mineurs qui vendent du sexe parce que c'est une partie du rapport de l'IGAS. Donc cette intervention a été préparée notamment avec l'association Entracte, qui est une association lilloise qui mène une action auprès des mineurs qui vendent du sexe depuis une dizaine d'années. Donc cette question-là, la prostitution des mineurs, donc ça existe évidemment, mais c'est largement amplifié dans les médias. Et d'ailleurs, Entracte me disait qu'ils ont vu en moins de 10 ans une bascule entre une minimisation du phénomène et une surestimation de la question. Donc nous, notre point de vue sur cette question, évidemment, on pense que plutôt que de stigmatiser les jeunes qui vendent du sexe, il faut dénoncer les inégalités structurelles de cette société, à savoir les inégalités sociales, les inégalités hommes-femmes, etc. Donc sur le rapport et les données qui sont avancées dans le rapport de l'IGAS, donc nous, on a été vraiment choqués par le manque de méthodologie scientifique dans le rapport. Et notamment, on voulait relever deux choses particulièrement choquantes. D'une part, dans un premier temps, il y a un amalgame énorme qui est fait entre prostitution des mineurs et prostitution étudiante. Donc, ça n'a rien à voir. Et à savoir que la tranche d'âge qui est avancée quand le rapport parle des mineurs est de 14 à 23 ans. Donc, c'est une tranche d'âge qui n'a aucun sens. Parce que la majorité en France est à 18 ans. Et évidemment, nous, quand on parlera de mineurs, on parlera de personnes de moins de 18 ans. Donc voilà, donc déjà, c'est un premier biais qui est assez choquant et qui n'a aucun sens. Une deuxième chose, alors, il y a
il est écrit que les associations, donc on ne sait pas quelle association, il n'y a aucune source qui est citée, les associations déclareraient que 25% de leurs files actives sont des mineurs. Donc c'est complètement faux, il n'y a aucune source sur ce chiffre. Et donc, en tout cas, nous, c'est pas ce que nous constatons dans nos associations ni sur le terrain. Et même en Tract, qui a pourtant une action spécifique auprès des mineurs depuis 10 ans, ne constate pas ce chiffre. Il me semble qu'ils sont à peu près à 7% de mineurs dans leur file active. Et donc, aussi, cette partie sur les mineurs, c'est quand même voilà, plein de clichés et de poncifs sans données concrètes, et que les seules données concrètes qu'il y a ont été mis en annexe, à savoir un film qui a été fait par Entracte qui interroge des jeunes qui ont vendu du sexe en étant mineurs ou qui vendent encore du sexe, et donc qui recueillent leurs paroles. Et même voilà, ce film a été mis en annexe et balayé. Donc, nous, de notre point de vue, déjà, dans un premier temps, on pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une étude sérieuse et impartiale avec une vraie méthodologie scientifique pour recueillir des données concrètes et aller au-delà d'un espèce de sensationnalisme, ouais, de clichés, de poncifs qu'on entend constamment voilà, avancer dans les médias. Pour bien évaluer la situation et avoir de vraies données. En attendant, nous, avec nos expériences de terrain, nos expériences associatives, alors on pense évidemment que ça ne sert absolument à rien d'accentuer les mesures répressives et la stigmatisation envers les jeunes, et pour faciliter la relation tout simplement entre les jeunes et les assos, parce que c'est vraiment important pour accompagner au mieux les personnes et les protéger. Et plutôt que de réprimer, on pense évidemment qu'il faut favoriser l'éducation à la sexualité et au consentement. Et notamment, on rappelle qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées, qui stipulent que de la maternelle à la terminale, il devrait y avoir 3 séances par an d'éducation à la vie sexuelle, à la vie relationnelle dans les établissements scolaires, et que cette loi n'est pas ou peu appliquée, faute de moyens et de volonté des établissements scolaires et de l'éducation nationale. Donc, il y a déjà des lois qui existent, et ce serait bien qu'elles soient appliquées. Aussi, nous, on préconise évidemment une approche en termes de réduction des risques sur des questions de santé, ce qui est quand même le gros point aveugle de ce rapport, et notamment envers les mineurs, parce qu'évidemment, qui dit protéger les mineurs dit leur donner les moyens de leur autonomie, les connaissances nécessaires pour se protéger. Et puis aussi, une approche en réduction des risques, c'est aussi pour nous ne pas être constamment dans les protocoles, dans l'urgence. C'est aussi prendre le temps de la confiance, prendre le temps de la rencontre avec les jeunes, parce que c'est vraiment aussi ce que dit Entracte dans leur manière, dans leur méthodologie, dans leur manière de faire. Et on peut voir très bien, en tout cas dans leurs films, que, en tout cas, tous les jeunes qui sont interrogés ont vraiment confiance dans cette association et dans les personnes qui les ont accompagnés dans cette association. Donc ça, c'est vraiment très important pour nous, le lien et la confiance avec les jeunes. Ensuite, évidemment, on pense vraiment qu'il faut repenser en profondeur l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, parce que quand même une majorité des jeunes qui vendent du sexe sont des jeunes qui relèvent de l'ASE et qui sont placés. Donc il faut repenser l'ASE et aussi les droits sociaux des jeunes dans l'objectif de donner, toujours dans cet objectif de donner les moyens de l'autonomie aux personnes. Et donc, voilà, donner des moyens matériels à l'ASE et des conditions de vie dignes aux jeunes qui sont placés. Et enfin,
il faut absolument que les professionnels en charge des mineurs soient formés sur les questions de genre, sur les questions de consentement, sur les questions de réduction des risques, et puis sur toutes les questions qui relèvent de, voilà, de la prostitution, du travail sexuel, de vendre des services sexuels en tout cas, pour qu'ils puissent accompagner les personnes, enfin les jeunes qui, au mieux sur ces questions-là, et qu'ils leur donnent aussi des, voilà, toujours, c'est toujours de pouvoir transmettre des outils pour que les jeunes puissent être autonomes, puissent se renforcer et reprendre du pouvoir sur leur vie. Du coup, voilà, juste pour résumer, nous, évidemment, on a beaucoup plus une approche en termes d'éducation, de prévention, de réduction des risques, plutôt qu'une approche répressive. Merci beaucoup, June, pour cette intervention qui déconstruit de nombreux préjugés. On va pouvoir passer à la partie sur les questions. Du coup, moi, je n'ai pas accès aux questions dans le chat. Du coup, je vais laisser Médecins du Monde gérer. Merci, Eva. Donc, il y a une question de Paulina Bachlakova. Donc, je vais allumer votre micro, en fait, pour que vous puissiez poser votre question directement. Mais du coup, il faut que vous l'allumiez vous aussi parce qu'il est coupé chez vous. Voilà. Vous pouvez l'entendre? Bonjour tout le monde. Bonjour, vous pouvez poser votre question, on vous entend. Ok, bon. Alors, premièrement, désolée parce que le français, c'est pas mon première langue. Du coup, je sais pas si je peux communiquer ce que je veux dire, mais bon. Mais c'est une question à propos les conditions qui sont mises en place pour une travailleuse ou travailleur du sexe à recevoir le titre de séjour dans le programme à sortir prostitution. Mais du coup, comment est-ce que les associations peuvent suivre si un ou une TDS qui a fait l'application pour le programme a arrêté de travailler leur travail? Parce que c'est un peu dur à suivre si quelqu'un a arrêté de travailler. Donc, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. June, peut-être. Oui, alors, je suis pas sûr d'avoir très bien compris la question, désolé. C'était comment on peut suivre une personne dans le cadre du parcours de sortie et être sûr qu'elle a arrêté de travailler, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que si j'ai bien entendu, c'est une condition. Si tu veux faire une application condition. Oui. Bah, alors nous, déjà, nous, on n'est pas la police, donc on n'est pas là pour vérifier quoi que ce soit. Juste, quand on, parce que voilà, Griselidis a choisi d'accompagner les personnes dans ce parcours-là et d'avoir l'agrément. Mais nous, donc, on fait de l'information auprès des personnes sur ce dispositif. Et puis voilà. Après, nous, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas là pour vérifier quoi que ce soit, quoi. On n'est pas la police, quoi. Je sais pas si vous attendiez une autre réponse, mais. Donc peut-être qu'on peut résumer en disant que vous prenez en compte la parole de la personne et que si elle vous dit qu'elle a arrêté, ça vous suffit sans aller vérifier. Oui. Ouais. Bah, nous, on lui dit quelles sont les conditions d'entrée et ce qu'elle risque si elle se fait contrôler par la police alors qu'elle est dans ce dispositif. On lui donne voilà, voilà, toutes ces conditions-là. Mais après, nous, évidemment, sa parole nous convient et nous, on n'est pas là pour vérifier quoi que ce soit. Mais respecter la liberté individuelle de personne. Mais c'est juste une deuxième partie parce que c'est comme ça avec toutes les associations que les associations font les confiances avec les gens qui sont travailleurs du sexe, ou il y a des associations qui sont plus, je sais pas, qui sont moins pour les droits des travailleurs du sexe et qui fait plus des, je sais pas, des systèmes pour savoir si quelqu'un a arrêté de travailler ou non.
C'est sûr qu'il y a la grande majorité des associations qui sont agréées dans le parcours de sortie sont des associations abolitionnistes, donc qui sont pas pour les droits des travailleuses du sexe et même pour voilà l'abolition de la prostitution. Donc après, je sais pas moi quelles sont leurs pratiques concrètes en termes d'accompagnement social. Je veux pas m'avancer en fait, mais c'est sûr que je pense que, enfin, c'est sûr que ces associations-là n'ont pas du tout la même approche que nous et sont beaucoup plus, il me semble, dans le contrôle des personnes, dans le contrôle social. Donc voilà, après, moi, je vais pas m'avancer sur comment les associations fonctionnent et peut-être ça dépend aussi des départements. Donc voilà. Merci. Merci de votre question. Je vais donner la parole à Olivier Donard qui a levé la main. Et il faut que vous allumiez votre micro parce que moi je vous ai allumé le micro, mais il faut que vous le fassiez aussi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Olivier Donard, donc moi je suis au Journal du SIDA. Bonjour à tous. C'était une petite question pour Giovanna en fait. Bonjour Giovanna. Tu parlais en fait du risque que prenaient les personnes trans, enfin que la mobilité en fait des personnes trans était un problème. Mais en fait, je voulais juste savoir en quoi justement la loi a favorisé cette mobilisation, ou est-ce que c'était pas déjà quelque chose qui se faisait de prime abord? Enfin voilà, de comprendre en quoi justement la loi la favorise et est un problème en fait. Merci. Ah oui, là vous m'entendez? C'est bon là. Ouais, c'est bon là. Oui, merci. En fait, en réalité, la situation a commencé à se dégrader à partir de 2003 et progressivement, effectivement, avec l'application du délit de racolage, la désadhésion dans les services de santé ont été remarquées progressivement et ont été accentuées par, évidemment, l'application de la lutte contre le système prostitutionnel. En réalité, ça a provoqué une reconfiguration de la façon comme les personnes travaillaient, notamment dans la rue, ce qui provoque effectivement que les personnes soient obligées de se déplacer en permanence en Europe, etc. Et effectivement, il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire du sida. Les personnes qui sont contaminées depuis très longtemps, qui sont suivies assez aussi depuis très longtemps dans certains hôpitaux référents. Et c'est là, avec cet échantillon, cette réalité-là, qu'on voit comment progressivement les personnes sont obligées d'abandonner leur lieu de résidence qui était Paris et que effectivement, ça les oblige aussi de déserter les lieux de santé. Et donc, ça crée effectivement des interruptions des soins, mais comme je disais tout à l'heure, aussi des interruptions des droits sociaux. Ce qui arrive aussi, c'est que la plupart des nouvelles personnes qui arrivent en France, pour les intégrer, pour les accompagner vers le système de santé, c'est compliqué parce que les personnes ne vont pas rester de façon permanente à Paris parce qu'il y a un problème à Paris pour pouvoir exercer tranquillement dans la rue. Et notamment, ce sont des personnes qui sont toutes sans papier. Donc, les personnes ont peur, elles vont se cacher en permanence. Donc, il y a un effet de déni et de nécessité de devenir clandestin, mais déjà que les personnes sont sans papier. Donc, voilà, ça renvoie les gens à une nécessité de se cacher en permanence partout. Donc, voilà, c'est cette réalité-là qui va les éloigner du système de santé de façon systémique presque, même si nous sommes à la base une association communautaire qui va les garantir
l'accès aux soins à tout moment. Merci, Giovanna. Il y avait une question d'Élodie Hervé. Donc, je vous donne la parole. Il faut que vous allumiez votre micro. Bonjour, Élodie Hervé, donc pour Tétu, c'était juste pour revenir aussi sur ce point. Vous parliez donc de rupture de traitement par rapport au VIH. Donc, quelles sont les conséquences en fait concrètes sur la santé des personnes TDS? Est-ce que vous avez eu des cas SIDA par exemple au stade SIDA? Est-ce que vous avez eu des phases très compliquées? Enfin, quelles sont les conséquences en fait de cet éloignement sur la santé des TDS? Merci beaucoup. Si on veut, oui, merci. Merci pour la question. Si on veut partir du présent et des conséquences du Covid, nous avons eu un décès d'une femme trans TDS séropositive qui n'était pas suivie parce qu'elle avait rencontré multiples problèmes pour rester vraiment bien dans le système de santé et qui est morte de Covid. Donc, des complications avec aussi le fait qu'il ne prenait plus les traitements contre le VIH. Donc, globalement, ce que nous apercevons, c'est que quand les personnes vont interrompre les lieux de santé de façon régulière ou de façon des fois très prolongée, 2-3 ans, quand ils vont revenir ici, elles sont déjà à nouveau assez malades. Et puis, il faut à nouveau retravailler avec cette personne pour les réorienter vers le système de santé. Mais il ne faut pas oublier au passage que la plupart des femmes trans sont travailleuses du sexe et que la question de la transmission du VIH reste quand même un argument majeur, puisque le fait de ne plus prendre les antirétroviraux, ça signifie une augmentation de la charge virale, ça signifie aussi la transmission. Et donc, pour nous, finalement, aujourd'hui, la question de l'accompagnement des personnes qui sont en échec thérapeutique, ce n'est pas parce qu'elle veut être en échec thérapeutique, c'est parce que le contexte depuis 2003 a créé cet échec thérapeutique qui pèse sur la vie de ces personnes qui vont se retrouver avec des maladies qu'elles auraient pu éviter, des nouvelles contaminations syphilis ou d'autres chlamydia et autres, parce que elles sont obligées de partir partout et de ne plus avoir la même proximité avec le système de santé. Je pense que l'estime de soi ne peut pas être parfaite ni vraiment quelque chose d'optimal quand les personnes sont obligées en permanence de se cacher. Et donc, les éloigner du système de santé, là où les personnes sont séropos, là où les personnes sont vraiment en permanence, à travailler aussi dans, cette espèce de rapport où les femmes trans, je vais le dire peut-être de façon très trash, négocient, ils vendent, entre guillemets, des pratiques sexuelles où leur sperme des femmes trans est assez fétichisé et payé par les clients. Donc, là, il y a des arguments majeurs à retenir sur la méconnaissance aussi des sexualités à l'intérieur de nos métiers, à l'intérieur de nos réalités, et l'impact aussi sur la santé publique. Et pareil pour la PrEP, en fait. C'est-à-dire qu'il est complètement absurde aujourd'hui de préconiser la prophylaxie préventive contre le VIH quand on sait qu'en même temps, on souhaite que les personnes arrêtent la prostitution systématiquement. Ça revient au même sujet de comment être sûr que les personnes ont quitté le travail du sexe pour pouvoir vraiment leur assurer une continuité dans le droit au séjour. C'est complètement absurde. On ne peut pas aller à contrôler la sexualité parce que c'est la sexualité entre adultes consentants et c'est leur vie privée. Donc, ça revient même aussi sur la question de la continuité dans le système de santé pour des personnes qui n'ont aucune possibilité de se régulariser ici. Donc, ils vont rester aujourd'hui avec les expulsions des sans-papiers séropos et éloignés du système de santé.
Merci Giovanna. Il y avait Caroline Ciancia qui voulait poser la question, qui a la main levée, donc je vais ouvrir votre micro. Oui, bonjour, Caroline Ciancia, donc du Parti radical de gauche. Moi, j'ai une question concernant la loi de 2016, donc le rapport d'évaluation. Donc, si j'ai bien compris, vous n'avez pas été associé donc à la loi et au rapport d'évaluation, mais est-ce que du coup les associations abolitionnistes, elles ont été associées justement pour faire le rapport d'évaluation? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une fracture entre les associations abolitionnistes et vous? Voilà. Alors, au niveau du rapport d'évaluation qui vient de sortir de la loi, il y a eu une audition de nos associations. Hein. Quand on regarde la liste dans les annexes des personnes qui ont été auditionnées, nous avons été présentes, la totalité des associations qui présentent ce rapport alternatif. Par contre, il y a bien évidemment une fracture parce qu'on voit qu'il n'y a aucun verbatim de travailleurs du sexe directement. Hein. Les seuls qu'on voit, ce sont ceux qui sont issus du film qui a été présenté par Entracte. On dit qu'il y a eu des travailleurs du sexe rencontrés, on dit qu'il y a eu une maraude de fait, ou des maraudes, mais à notre connaissance, il n'y en a qu'une seule qui a été faite. Mais on ne revoit pas la parole des travailleurs et travailleuses du sexe, alors même que les associations de santé communautaire sont communautaires et donc elles regorgent de personnes qui auraient pu s'exprimer directement sur les conséquences de la loi, les conséquences en termes de réduction des risques d'un point de vue communautaire. Donc, on voit cette fracture. On voit aussi qu'au niveau des associations non communautaires abolitionnistes, ce rapport semble avoir été applaudi, alors même qu'il dit que la loi ne fonctionne pas et réclame des sommes colossales pour le faire appliquer plus en profondeur. Nous, notre constat, il est assez différent, même si on reconnaît qu'il y a certains éléments du rapport qui sont des constats que nous avions déjà. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter. Que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, merci. Si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à vous faire connaître en levant la main afin que je puisse activer vos micros. Oui, alors il y a une question de Alexandre Eliard. Je viens d'activer votre micro. Il faut que vous l'activiez aussi. Bon, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est une question un peu plus politique suite au remaniement hier. Je crois que vous n'étiez pas forcément très satisfait de vos rapports avec Marlène Schiappa. Et je voulais savoir quelle était votre réaction suite à son départ. Déjà un petit bilan de des échanges que vous avez pu avoir avec elle et aussi votre avis sur sa remplaçante, Madame Moreno. Voilà, je ne sais pas si vous avez et si vous avez l'intention de la rencontrer, de faire part de vos revendications et un espoir de faire bouger les choses du point de vue de la loi. Voilà, c'est ma question. Alors, pour répondre à cette question, du coup, moi, j'étais ravie, enfin, je ne cache pas ma joie du départ de Marlène Schiappa, parce que, en fait, elle a complètement abandonné la question du travail sexuel durant toute la durée de son mandat, et notamment pendant la période de crise sanitaire, alors que elle avait des crédits qui étaient disponibles pour subvenir aux besoins de la communauté des travailleurs et des travailleuses du sexe. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle de ne plus avoir affaire à une personne qui ne répond à son Parlement qu'en faisant des stories sur Instagram. Donc après, pour la nouvelle
personne qui la remplace, Madame Moreno, je ne connais pas son positionnement. J'ai hâte qu'on puisse la rencontrer. Ça a l'air d'être quelqu'un qui connaît les enjeux sur le numérique, donc c'est quand même plutôt rassurant. Il n'y aura pas des énormités dites par rapport aux questions qui concernent les internets. Donc voilà un peu pour mon avis, mais si d'autres veulent compléter. Je pense que c'est assez évident que nos relations avec Marlène Schiappa étaient très compliquées. Comme la situation des travailleurs du sexe semblait très compliquée pour elle, malheureusement. Pardon, désolée. Son départ, pour moi, est vécu de façon neutre ici au STRAS, c'est-à-dire que nous espérons toujours avoir en face de nous des interlocuteurs qui se donnent la peine d'essayer de comprendre qu'il ne s'agit pas strictement de questions de morale et de questions d'idéaux d'un certain féminisme qui voudrait voir éradiquer la prostitution. Il y a des gens qui sont derrière, il y a des gens qui ont des problèmes qui découlent directement des politiques publiques. Et moi, à titre personnel et même à titre de représentante du STRAS, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est d'avoir des représentants de l'État qui sont capables de laisser de côté ces espèces d'idéaux moraux déconnectés de nos réalités pour être pragmatiques, pour avoir des réflexions concrètes sur comment on peut réduire à la fois les risques, les méfaits, mais l'impact, les violences directement pour les personnes concernées. On a des données qui nous permettent d'appuyer une dépénalisation du travail sexuel comme solution. Pourquoi est-ce qu'on nous parle constamment de réglementation, de prohibition, de modèles suédois, de modèles nordiques? Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les résultats? On a des très grosses associations en France qui sont habituées de faire du travail de terrain, comme Médecins du Monde, ou du travail de terrain vraiment dans la prévention VIH, SIDA, des très grosses associations qui sont aussi très réputées, avec lesquelles le gouvernement travaille parfois. Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas écoutées et pourquoi est-ce qu'on écoute plutôt ce credo abolitionniste? Nous avons toutes les associations de santé communautaire qui réclament presque d'une même voix les mêmes choses. Donc voilà, Marlène Schiappa, c'est dommage parce qu'elle avait déjà vraiment affirmé haut et fort qu'elle accepterait de rencontrer les travailleurs du sexe, qu'elle accepterait d'écouter leurs revendications, qu'elle était prête à se mettre, à nous faire une rencontre pour nous écouter et pour voir les solutions avec nous. Elle ne l'a pas fait. Quand elle l'a fait, elle a décommandé ensuite. Ensuite, pendant la crise, nous avons été abandonnés, comme le disait bien Eva de la Fédération Parapluie Rouge. Et moi, tout ce que je souhaite, c'est que notre prochaine interlocutrice puisse entendre vraiment les faits et les arguments et mettre de côté ces idéologies morales. Merci Cybèle. S'il y a personne d'autre qui veut réagir, il y avait une question d'Amaury Baquet. J'ai allumé votre micro, il faut que vous l'allumiez aussi de votre côté. Oui, bonjour, vous m'entendez? On vous entend. Alors voilà, je voulais savoir quelles sont les principales critiques que vous faites au rapport d'évaluation plus officiel de la loi et également si vous auriez quelques mesures d'urgence à mettre en place pour améliorer les conditions de travail et de vie des travailleuses du sexe. Merci d'avance. J'ai l'impression que c'est un peu le contenu de l'entité de la conférence de presse qui vient de se passer. Oui, en résumé, si je puis dire. Je vous inviterai à consulter la synthèse du Shadow Report qui contient aussi l'ensemble des recommandations que nous proposons déjà. Ok. Mais pour répondre rapidement, le rapport d'évaluation de la loi de l'IGAS est en fait, il traite de, il
il évalue si la loi est bien appliquée ou non, et pas la loi en elle-même sur la condition de vie des personnes. C'est pour ça qu'on a produit en interasso un autre rapport parlant des personnes concernées. Et je pense que la première chose à faire, ce serait d'abroger le volet pénal de la loi de 2016. Donc la partie de pénalisation des clients et les stages de sensibilisation. Sur les parcours de sortie, il faudrait défaire tous les conditionnements et augmenter en fait la somme pour les personnes, parce que 330 € par mois, c'est un peu léger, quoi. Si ça pouvait être le RSA, par exemple, une somme équivalente, ce serait déjà mieux. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Eva, donc en fait, j'allume pas seulement les micros, je suis Sarah-Marie Maffezoli pour l'Association Médecins du Monde. Et la première mesure urgente, et qui en réalité bizarrement est une mesure, ce serait de commencer par écouter les personnes concernées. Parce que le premier reproche qu'on fait à ce rapport, c'est l'absence totale de considération pour la parole des personnes concernées. Le rapport cite à la marge, et pour le discréditer, le rapport qui a été réalisé par des chercheurs en 2018 en lien avec les associations de terrain, dans le cadre duquel plus de 100 travailleuses du sexe ont été entendues. Il y a également une enquête quantitative qui a été réalisée auprès de plus de 500 travailleuses du sexe. Donc là, on a clairement la parole des travailleuses du sexe qui disent ce qu'elles veulent, à savoir l'abrogation immédiate de la pénalisation des clients. Et ça, c'est une mesure qui peut être prise en urgence, hein. C'est vraiment pas compliqué d'abroger une mesure pénale. Il faut arrêter de croire au vide juridique. L'abrogation des mesures pénales, ça ne crée pas de vide juridique, ça abroge juste une mesure pénale. Il n'y a pas de panique à bord. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Les travailleuses du sexe le disent depuis longtemps. Elles le disaient en 2018, elles le disent en 2020, c'est toujours la même chose. Là, on a pu voir, si besoin en était 4 ans après la pénalisation des clients, que quand il n'y a plus de clients, parce que là, il y a la crise du Covid qui est encore en cours, quand il n'y a plus de clients, la situation est catastrophique. On l'a vu de manière paradigmatique pendant 3 mois. Donc là, maintenant, je pense que la solution, elle est évidente. On commence par recevoir les travailleuses du sexe immédiatement, et ensuite, dès la rentrée, c'est possible d'abroger la pénalisation des clients avec juste un projet de loi qui est adopté immédiatement. Si je peux me permettre de compléter, juste pour les critiques qui sont faites au rapport qui vient de sortir, en fait, il s'agit d'un rapport qui n'est pas là pour évaluer les conséquences de la loi. C'est un rapport qui est là pour évaluer comment la loi est appliquée. Cependant, l'évaluation qui était prévue de cette loi n'était pas censée être... il me semble que c'est beaucoup plus utile de savoir si une loi fonctionne dans l'intérêt des personnes pour lesquelles elle devrait avoir été écrite, ou plutôt que de savoir si elle est appliquée bien, mal, et quelles sont les prochaines étapes pour mieux l'appliquer. Il y avait une question de Kia Scherer, je vais allumer le micro. Il faudra que vous l'allumiez aussi. Voilà, vous m'entendez? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, quelqu'un m'entend? Bonjour. Pour cette conférence, moi j'ai envie de poser une question suite aux conséquences structurelles de la crise du Covid sur la vie des TDS. On a dû faire je suis TDS, donc je dirais on a dû faire face à excusez-moi, un manque de clients, donc un manque de revenus, pour beaucoup d'entre nous, plus de revenus du tout. Et en fait, beaucoup d'entre nous sont dirigés vers le net, vers les services en ligne, la webcam, OnlyFans et tout. Et ce qu'on peut voir avec le retour, enfin, à une presque fin du Covid, s'il n'y a pas de deuxième vague,
on a une augmentation du temps de travail et je dirais une accentuation de la mobilité, mais une mobilité qui serait subie. Ça veut dire que dans beaucoup d'autres pays, on peut plus travailler comme avant, où on pouvait, c'est encore très difficile de travailler sans être caché, et que ça a du coup un peu, ça nous a rendu en fait beaucoup plus disponibles sur le marché du travail en tant que travailleurs migrants et mobiles, mais de manière qui serait un peu dépréciative, je dirais, où c'est plus nous qu'on décide où on peut, enfin, même si je sais que les TDS, les plus vulnérables de notre communauté le vivaient déjà, mais cette situation que vivaient les plus vulnérables d'entre nous, en fait, c'est un peu élargi à beaucoup d'autres catégories de TDS. Et je voulais savoir si vous pensez que ça va se confirmer dans le temps, en fait, ce nouveau statut enfin, je dirais ce nouveau système de TDS où on est de plus en plus disponible pour le travail, mais avec beaucoup plus de difficultés pour avoir un revenu correct. Voilà, j'espère que je me suis bien exprimée. Je pense qu'il y a vraiment le contexte de la crise sanitaire qui a joué. C'est le cas pour les travailleurs du sexe de manière extrême parce qu'il y a une absence de droit, mais c'est le cas pour beaucoup de personnes de manière générale. Enfin, on traverse une crise économique et ça va être, je pense, très difficile pour les mois, voire les années à venir. Enfin, on est dans un truc où c'est travailler plus pour gagner moins. Donc, j'espère que au moins les lois ne vont pas, vont évoluer et ne vont pas en fait s'empirer. Et je suis assez pessimiste parce que dans quelques jours, il y a encore une nouvelle loi qui va passer, cette fois-ci anti-porno, comme s'il y avait besoin de ça. Donc j'ai bien peur que la situation ne s'arrange pas tout de suite pour notre communauté, à moins d'un changement, quoi. Si on est reçu, entendu, etc. Il y a une question d'Olivier Donard. Vous pouvez activer votre micro. C'est pour faire appel un petit peu à ce que vous disiez avant, c'était de revenir sur le projet de loi Avia qui vient d'être retoqué là, par le Conseil constitutionnel, vidé en grande substance, mais est-ce que pour vous il reste encore des choses dans ce projet de loi qui vous font peur, notamment sur le travail d'association en termes de politique de réduction des risques aussi appliqué sur le numérique? Merci. C'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé contre le premier article de la loi Avia et notamment la partie anti-porno. Là, avec ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, a priori, on ne sera plus impacté sur notre marketing sur les réseaux sociaux. Et en fait, je faisais référence pas à la loi Avia, mais à la PPL violence conjugale, dont il y a un article qui est anti-porno et qui, en gros, c'est une sorte de pénalisation des clients de porno où il faut que les clients prouvent qu'ils sont majeurs. Donc, de la même manière qu'il est compliqué de prouver qu'on a arrêté le travail sexuel en respectant la vie privée des personnes, il est compliqué de prouver pour les personnes
qu'elles sont majeures, etc. Et ça va potentiellement entraîner le blocage des sites et empêcher de faire de la com en fait sur les réseaux sociaux, rendre plus dépendants encore des gros producteurs français qu'on connaît. Enfin voilà. Je trouve que votre question fait très bien le lien avec la question précédente, c'est-à-dire qu'on parle de questions d'ubérisation, hein, de dépendance face à des plateformes, face à des possibilités d'entrer en contact avec des clients. Et ces questions d'ubérisation, elles font le pont entre les différents types de travail sexuel qui ont lieu plutôt en ligne ou plutôt en présentiel en rue ou dans d'autres lieux de rencontres. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de plus en plus de restrictions qui sont appliquées pour le travail du sexe en ligne, on observe un retour à la rue. Hein. C'est ce qui s'est passé suite à SESTA-FOSTA aux États-Unis. Donc, on a déjà une vision de l'expérience que ça pourrait représenter et des conséquences que ça peut avoir. Donc, il y a eu vraiment des vagues de suicides, des situations de détresse énormes dans les communautés nord-américaines et pas seulement aux États-Unis, parce que les conséquences de cette loi avaient des conséquences hors des frontières même. Hein. Sinon, tout ce qui force les personnes à avoir recours à des intermédiaires pour le travail sexuel va précariser, va augmenter tout ce qui est proxénétisme, abus, possibilité d'exploitation. Donc, nous, on va toujours préconiser finalement de lever ces restrictions pour que les personnes puissent être autonomes et indépendantes et assurer leur sécurité et leur santé au maximum. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure. J'en profite pour remercier les journalistes et les parlementaires qui se sont mobilisés pendant la crise sanitaire pour faire entendre nos voix, même si ça n'a pas toujours été... même si Marlène Schiappa n'a pas eu une oreille attentive, ça a été très touchant en fait pour nous de voir que pour vous nos vies comptent. Voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir suivi cette conférence de presse et j'espère à très bientôt. Les intervenants et intervenantes seront joignables si vous souhaitez nous téléphoner pour des interviews ou des choses comme ça. Et j'espère que ça permettra de mobiliser davantage le Parlement pour qu'il y ait enfin une abrogation du volet pénal de la loi de 2016. Merci. Merci à tous pour votre participation et l'enregistrement sera mis en ligne sur nos chaînes YouTube, donc vous aurez la possibilité d'aller le consulter encore après. Très bonne journée. Merci, au revoir.